Mon père a organisé un barbecue pour célébrer mon expulsion. Je suis arrivé pour prendre mon dernier carton et j'ai vu une immense bannière au-dessus du garage, « Au revoir profiteuse, ne reviens pas ». Mon oncle était ivre mort, hurlant depuis la terrasse, 30 ans et pas de carrière. Ta pauvre mère a dû nourrir ton cul de fainéante pendant des années. Ma sœur a lancé un hot-dog sur ma voiture, voilà ton dernier repas gratuit, pauvre fille. Même les enfants riaient et pointaient du doigt. Je n'ai pas réagi. J'ai pris mon carton. Je suis retourné à ma voiture. J'ai pris une photo de cette bannière avec tout le monde faisant la fête en dessous. 2 semaines plus tard. Sœur, parle maintenant. Oncle, ma chérie, j'étais ivre, je ne pensais rien de tout cela. Papa, rappelle-moi, s'il te plaît, je t'en supplie. Je m'appelle Ava Bennett. J'ai 30 ans. Et le jour où mon père a décidé de célébrer mon expulsion de sa maison, il l'a fait comme s'il inaugurait un grand magasin. Je suis entré dans l'allée pour prendre mon dernier carton et j'ai vu une bannière géante en vinyle tendue au-dessus du garage en lettres capitales rouges. Au revoir, profiteuse. Ne reviens pas. Le grill fumait. La musique country jouait à fond. Les gens riaient comme si c'était une sorte de fête de quartier. Depuis la terrasse, une voix d'ivrogne a crié qu'une femme de 30 ans sans véritable carrière devrait avoir honte de vivre au crochet de ses parents. Une autre voix a hurlé que ma pauvre famille m'avait porté assez longtemps. Puis quelque chose a heurté le côté de ma voiture. Un hot-dog. Quelqu'un a crié, voilà ton dernier repas gratuit, pauvre fille. Même les enfants pointaient du doigt. Je suis resté là, serrant mes clés si fort qu'elles s'enfonçaient dans ma paume. Et le plus étrange, c'était ceci. Personne là-bas ne pensait mentir. C'était l'histoire qu'ils avaient si souvent racontée. Ils y croyaient. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas pleuré. Je suis entré, j'ai pris le dernier carton de la buanderie, je suis ressorti et j'ai pris une photo de la bannière avec tout le monde souriant en dessous. Mon père m'a vu faire et a souri d'un air suffisant, comme si je prenais enfin un souvenir de l'endroit qui m'avait sauvé. Je suis parti sans dire un mot. 2 semaines plus tard, mon téléphone s'est illuminé de messages que je n'aurais jamais pensé recevoir. Parle maintenant. S'il te plaît, rappelle-moi. Je t'en supplie. Avant que je vous dise ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi quelle heure il est là où vous êtes en ce moment et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. La version que ma famille racontait à tout le monde était simple, nette et humiliante d'une manière que les gens adorent, car elle leur permet de se sentir supérieurs. J'avais 30 ans, divorcé avant même de m'être marié parce que les fiançailles avaient été rompues. Je travaillais depuis un ordinateur portable, vivais chez mon père et était censé dériver dans la vie pendant que tout le monde me portait. Cette histoire passait très bien au repas de l'église, dans les allées du voisinage et sous les publications Facebook où les gens aiment taper des choses comme l'amour vache, ça marche. Et peut-être que cela la fera enfin grandir. La vérité était plus compliquée, plus silencieuse et bien plus utile pour eux si personne ne la disait jamais à voix haute. J'avais réemménagé chez mon père 3 ans plus tôt, après que son entreprise d'enseigne eut commencé à perdre de l'argent. Bennett Graphics & Install faisait de bonnes affaires en fabriquant des enseignes de vitrines, des panneaux monumentaux, des présentoirs de salon et des habillages en vinyle pour les petites entreprises de Phoenix et des banlieues environnantes. Puis les coûts des fournitures ont grimpé en flèche. 2 gros clients commerciaux ont payé en retard. Un projet a été retardé à cause de problèmes de permis. Et soudain, l'entreprise qui avait toujours semblé solide de l'extérieur survivait semaine après semaine avec des miettes et du bluff. Mon père a fait ce qu'il a toujours fait quand les choses tournaient mal. Il est devenu plus bruyant. Il a blâmé les jeunes travailleurs, les clients paresseux, l'économie, les immigrés, les réglementations, les femmes managers et finalement moi. Jamais lui-même. La partie qu'il n'a jamais mentionnée, c'est que j'étais la raison pour laquelle l'entreprise ne s'était pas effondrée 2 ans plus tôt. Je n'avais pas le genre de travail que ma famille respectait, car ils ne respectaient que les emplois qui venaient avec des bottes à embout d'acier, des uniformes ou un signe visible de votre épuisement. Je travaillais à distance comme coordinatrice d'appels d'offres et consultante en opérations indépendantes. J'aidais les fournisseurs régionaux, les petits entrepreneurs et les entreprises de maintenance à organiser leurs dossiers de fournisseurs, à nettoyer leurs soumissions de propositions, à suivre les délais, à réécrire les cahiers des charges et à empêcher leur documentation de s'effondrer avant qu'ils ne puissent remporter des contrats.
C'était bien payé parce que la plupart des gens détestaient ce travail et la plupart des entreprises étaient très mauvaises dans ce domaine. J'étais doué pour les systèmes, les délais et pour voir les catastrophes avant qu'elles ne se produisent. Cela me rendait précieuse pour les étrangers et invisible pour ma famille. Au début, aider mon père était temporaire. C'était le mensonge que je me racontais parce que la vérité était plus difficile à avaler. Le premier mois, j'ai juste réorganisé quelques factures. Le deuxième mois, j'ai corrigé un renouvellement de permis manqué qui lui aurait coûté un compte municipal. Ensuite, j'ai remarqué qu'il ne versait pas correctement la taxe de vente. Puis, j'ai trouvé des contrats de location d'équipements configurés pour se renouveler automatiquement à des taux absurdes. Puis j'ai réalisé que la moitié de ses créances était de la fantaisie parce qu'il ne faisait pas de suivi approprié et qu'un comptable avait démissionné sans rien laisser de propre. Chaque fois que je réparais une chose, deux autres apparaissaient derrière, comme de la pourriture sous une cloison sèche. Il ne m'a jamais présenté comme la femme qui maintenait son entreprise en vie. Il me présentait comme ma fille qui essaie de comprendre certaines choses en ce moment. Quand les clients appelaient pendant le dîner et que je sauvais un travail de l'implosion, il agissait comme si j'avais accidentellement fait quelque chose de mignon. Quand je négociais des plans de paiement avec les fournisseurs pour qu'ils ne bloquent pas son compte, il disait à ses proches que je répondais surtout au courriel. Quand j'ai couvert un manque de trésorerie pour la paix un vendredi parce qu'il préférerait mourir plutôt que d'admettre qu'il ne pouvait pas payer ses installateurs, il a appelé cela un prêt, puis a ri plus tard en disant « Les familles ne tiennent pas les comptes. » Les familles ne tiennent pas les comptes. Cette phrase est importante. Souvenez-vous-en. Parce que les familles comme la mienne ne disent cela que lorsqu'elles profitent du fait que personne ne compte. Je payais plus que les courses. Je couvrais les abonnements au logiciel. Les soldes de services publics en retard liés à l'atelier de l'entreprise, les frais de rétablissement d'assurance pour l'un des fourgons de travail, l'expédition express de matériaux quand il oubliait de les commander. Et 3 acomptes de fournisseurs distincts qui auraient tué des projets actifs s'ils avaient été rejetés. Je n'ai jamais tout payé en une seule fois et c'est pourquoi cela est resté caché. Je payais la différence, le manque à gagner, le montant nécessaire pour empêcher la machine de crier assez fort pour que les étrangers entendent. Mon père détestait que je travaille à la maison parce que pour lui, la visibilité était la moralité. S'il ne pouvait pas voir la sueur, alors le travail ne comptait pas. Il traversait la cuisine et disait des choses comme « ça doit être bien » pendant que j'étais en communication pour essayer d'empêcher l'annulation d'un contrat qui lui aurait coûté 11 000 $. Il faisait des blagues au dîner sur mon petit passe-temps informatique, puis me demandait 1 heure plus tard si je pouvais réécrire une réponse à un fournisseur parce qu'ils utilisaient trop de grands mots et qu'ils pensaient que le client avait l'air en colère. Il traitait ma compétence comme un appareil ménager, utile en cas de besoin, embarrassant lorsque reconnu. Le reste de la famille suivait son exemple car dans les familles comme la nôtre, le mépris se propage du haut vers le bas, de celui qui a la voix la plus forte. Ma jeune sœur a appris très tôt que se moquer de moi lui valait de l'approbation. Mon oncle s'est accroché à l'entreprise de mon père après que sa propre vie se soit enlisée, oscillant entre le travail d'installation, la vente à contre-cœur et la boisson du week-end qui débordait sur la semaine. Ma grand-mère enveloppait chaque cruauté dans les écritures et l'inquiétude. Personne n'avait besoin de se coordonner. C'est le génie d'un système familial toxique. Une fois que la hiérarchie est claire, tout le monde sait comment jouer son rôle sans répétition. Ce qui a changé, ce n'est pas leur opinion de moi. Ce qui a changé, c'est que mon père a commencé à parler de vendre la maison et de déménager dans plus petit. Et j'ai finalement réalisé qu'il croyait à son propre mythe. Il pensait m'avoir porté. Il pensait que le toit au-dessus de ma tête prouvait sa générosité. Il pensait que, parce que je ne lui facturais rien, les années de travail caché et d'argent d'urgence ne comptaient pour rien. Il croyait sincèrement que si je partais, la seule chose qu'il perdrait serait l'inconvénient de me voir dans la cuisine. Puis, un vendredi soir, je l'ai entendu dans le jardin dire à mon oncle et à un voisin qu'il pensait me donner 90 jours pour partir, car peut-être que toucher le fond ferait enfin de moi une femme. Ils ont ri. Ma sœur a ri aussi. C'est la première fois que j'ai cessé de me sentir blessé et que j'ai commencé à y voir clair. Je ne l'ai pas confronté. J'ai commencé à documenter. Les gens pensent que la vengeance commence par la colère. La mienne a commencé par des feuilles de calcul. Non pas que je sois froide, mais parce que la rage dans les familles comme la mienne est instantanément réécrite. À la seconde où vous pleurez, vous êtes instable. À la seconde où vous élevez la voix, vous êtes irrespectueuse. À la seconde où vous vous défendez,
vous leur donnez raison. L'épreuve était le seul langage que mon père ne pouvait pas interrompre. Et même alors, il essaierait. J'ai donc constitué un dossier de tout, pas seulement de l'argent. De la dépendance. J'ai créé une chronologie remontant à 30 mois. Chaque fois que j'avais comblé un manque pour Bennett Graphics and Install, cela allait dans un dossier. Chaque paiement urgent, chaque renouvellement de logiciel, chaque commande de fourniture d'urgence que j'avais avancée sur ma carte. Chaque frais de permis que j'avais payé en ligne parce que le portail de la ville les aurait bloqués. Chaque transfert sur la carte de carburant. Chaque facture que j'avais corrigée avant qu'un client ne la rejette. Chaque dossier d'appel d'offres que j'avais assemblé sous mon propre identifiant d'entreprise indépendante parce que mon père avait manqué la date limite de soumission et m'avait ensuite supplié de le sauver. Chaque SMS où il disait « Peux-tu juste t'occuper de ce truc ?» Chaque message vocal de mon oncle me demandant si je pouvais envoyer quelques centaines pour éviter que le fourgon ne soit saisi avant lundi. Chaque message de ma sœur me demandant d'avancer son loyer parce que papa disait que les temps étaient durs et qu'elle me rembourserait après un contrat de marque. Chaque fois où elle ne l'a pas fait. Le total après 3 ans m'a fait m'asseoir dans ma chaise et fixer l'écran. Ce n'était pas seulement beaucoup. C'était grotesque. Le soutien à l'entreprise à lui seul avait dépassé 112 000 $ si l'on incluait les choses que j'avais payées directement et celles que j'avais empêchées de devenir des pertes catastrophiques. Le soutien familial personnel poussait le chiffre encore plus haut. Le chiffre réel était plus difficile à calculer car le travail non rémunéré n'a pas de reçu évident. Combien vaut le fait d'empêcher une entreprise familiale de se noyer dans la stupidité administrative? Combien vaut le fait d'intercepter l'avis d'imposition avant que l'État ne gèle le compte? Combien vaut le fait de savoir que chaque dîner calme dont ils ont profité venait de quelqu'un d'autre qui restait éveillé jusqu'à 2 heures du matin pour réparer ce qu'ils avaient cassé? J'ai quand même imprimé les chiffres. À peu près au même moment, j'ai reçu une offre d'un client régulier au Colorado. Pas exactement un emploi à temps plein, mais un long contrat avec suffisamment de stabilité pour que je puisse déménager, louer mon propre appartement et cesser de construire ma vie autour de personnes qui ne m'aimaient que lorsque j'étais utile et invisible. J'ai signé le contrat et versé un acompte pour un appartement d'une chambre en dehors de Denver. Je n'en ai parlé à personne. J'ai loué un petit box de stockage près de l'autoroute et j'ai commencé à déménager des affaires par l'aussi progressif que personne ne l'a remarqué. Les vêtements d'hiver une semaine, les livres la suivante. L'équipement de cuisine que j'avais acheté moi-même. Le moniteur coûteux que mon père pensait être apparu comme par magie. Peut-être que cela semble calculé. Ça l'était. Quand on grandit dans une famille où chaque limite devient un débat, le secret commence à ressembler moins à de la malhonnêteté qu'à de l'oxygène. Mon père m'a devancé d'environ 6 jours pour le discours formel d'expulsion. Il m'a coincé dans la cuisine un mardi matin alors que j'examinais un dossier de conformité d'un fournisseur et m'a dit qu'il voulait que je sois parti d'ici la fin du mois. Il a utilisé ce ton que les gens emploient lorsqu'ils s'attendent à des applaudissements pour leur cruauté. Il a dit qu'il faisait cela parce qu'il m'aimait assez pour cesser de me materner. Il a dit qu'aucun homme bien ne respecterait jamais une femme qui s'appuyait encore sur son père à 30 ans. Il a dit qu'il était embarrassé quand les clients passaient et voyaient ma voiture là pendant la journée. Il a dit que j'avais besoin d'un vrai travail, de mon propre logement et d'une prise de conscience. Je lui ai posé une question. Veux-tu que je parte ou veux-tu un public quand je partirai? Il a souri d'un air suffisant et a dit, peut-être les deux. Cela aurait dû être le moment où je lui aurais tout dit. Cela aurait été satisfaisant pendant environ 10 secondes, mais j'avais passé des années à observer son fonctionnement. Mon père pouvait survivre aux faits s'il les entendait en privé. Il les reformulerait, les nierait, me traiterait de dramatique, et le dimanche au déjeuner, l'histoire serait qu'Ava, instable, avait essayé de le faire chanter après qu'il l'ait amoureusement encouragé à voler de ses propres ailes. Non. Si la vérité devait atterrir, elle avait besoin de témoins. Mieux encore, de conséquences. Il m'a donné jusqu'au samedi pour vider les lieux. J'ai hoché la tête comme une femme trop honteuse pour discuter. Ce que j'ai fait en réalité, c'est de finir de déménager tout ce qui avait de la valeur avant jeudi. Vendredi soir, j'ai fermé les derniers paiements automatiques de secours que j'avais discrètement liés au service public et au compte de service de l'entreprise. J'ai retiré ma carte du portail des fournisseurs. J'ai informé un fournisseur que les futures commandes d'urgence nécessiteraient l'approbation de la direction. J'ai envoyé 2 ébauches de factures en retard au client depuis l'adresse électronique de l'entreprise exactement comme il l'avait demandé, sauf que cette fois,
je n'ai pas adouci le langage ni ne l'ai fait paraître compétent. J'ai simplement transféré ce qu'il avait dicté auparavant, mot pour mot. Vous seriez étonné de voir à quelle vitesse le respect s'évapore lorsque les gens doivent s'entendre sans traducteur. Samedi après-midi, je suis revenu pour le dernier carton et je suis tombé sur le barbecue de l'enfer. Plus tard, les gens me demanderaient si la bannière m'avait choqué. Honnêtement, non. La bannière n'était que de l'honnêteté avec des œillets métalliques. Elle disait la vérité sur la façon dont ils avaient parlé de moi pendant des années quand ils pensaient que je ne pouvais pas entendre. Au revoir, profiteuse. Ne reviens pas. Ce n'était pas une cruauté inventée pour une fête. C'était la déclaration de mission de la famille, enfin imprimée assez grande pour les voisins. L'ivrogne sur la terrasse était mon oncle Dean, transpirant dans une chemise de pêche et brandissant une bouteille de bière comme un sermon. Ma sœur Kelsey était près du grill en short et entièrement maquillée, enregistrant déjà des morceaux de la fête pour les médias sociaux, car l'humiliation est plus amusante quand on peut la monter avec de la musique. Ma grand-mère Lorraine était assise sous un parasol avec cette expression pincée qu'elle utilisait chaque fois que la méchanceté était exercée au nom de la droiture. Mon père, Richard Bennett, portait un tablier qui disait « Le patron du grill » comme si l'univers l'avait personnellement validé. Il m'a vu m'arrêter dans l'allée et a écarté les bras comme s'il m'accueillait à mes propres funérailles. Regardez qui est enfin venu réclamer ces cochonneries, a-t-il dit. Les voisines ont ri, car ce genre de cruauté semble plus sûr lorsqu'il est enveloppé de soleil de banlieue et de plats d'accompagnement. Je suis passé devant eux tous pour entrer dans la maison, jusqu'à la buanderie où mon dernier carton était posé avec une note au marqueur noir sur le dessus qui disait le kit de démarrage. À l'intérieur, il y avait des lingettes pour sèche-linge, des nouilles ramen, un rouleau de sacs poubelles à moitié utilisé et une liste imprimée de complexes d'appartements en ville, comme s'ils faisaient la charité à un raton laveur qu'ils avaient piégé sous la terrasse. Cela a failli me faire réagir. Non pas parce que ça faisait mal, mais parce que c'était si stupidement théâtral. Quand je suis ressorti, Dean criait que ma pauvre mère aurait honte si elle pouvait voir ce que j'étais devenu. Ma mère était morte depuis 9 ans. Il savait exactement où frapper. Kelsey a lancé le hot-dog et tout le monde a hurlé. Mon père n'a rien dit pour l'arrêter. Cela comptait plus que les insultes. Le leadership dans une famille n'est souvent que la structure de permission pour la cruauté des autres. J'ai donc mis le carton dans mon coffre, j'ai levé mon téléphone et j'ai pris la photo. Mon père m'a interpellé. Quoi? Tu rassembles des preuves pour ton thérapeute? Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit mes premiers mots de la journée. Non, pour plus tard. Puis je suis parti. Le silence est une chose terrifiante lorsque les gens sont habitués à ce que votre travail, votre pardon et votre disponibilité arrivent sur demande. Les 3 premiers jours après mon départ, personne n'a appelé parce qu'il pensait avoir gagné. C'est ainsi que fonctionne le sentiment de droit. Il prend l'absence pour une reddition, jusqu'à ce que la machine se mette à trembler. La première fissure est apparue lundi après-midi. Un des clients municipaux de mon père a rejeté une nouvelle soumission de permis parce que le certificat d'assurance joint au dossier avait expiré. Normalement, j'aurais vu l'avis, appelé le courtier, forcé une mise à jour le jour même et renvoyé le dossier avant que quiconque ne panique. Cette fois, le courriel est resté dans la boîte de réception jusqu'à ce que le client copie directement mon père avec les mots « Dernier délai avant réaffectation ». Il m'a appelé une fois. J'ai laissé sonner. Mardi, l'abonnement au logiciel de gestion de projet s'est arrêté parce que la carte de secours enregistrée avait disparu et que la carte principale avait été refusée. Cela signifiait que les ordres de travail, les mesures, les dates d'installation et les notes de matériel étaient inaccessibles jusqu'à ce que quelqu'un règle la facturation. Mon oncle a appelé 3 fois. Pas de message vocal. Ma sœur m'a envoyé un texto d'une seule ligne. Papa dit d'arrêter de faire ta dramatique et de te connecter. Mercredi matin, la compagnie d'électricité a laissé un avis de coupure sur le compte de l'atelier. Je le sais parce que mon père m'a appelé à 7h12 du matin pour la première fois depuis des mois, en utilisant la voix qu'il réservait habituellement aux pasteurs et aux banquiers. Ava, ma chérie, appelle-moi quand tu auras ce message. Il y a une certaine confusion avec le compte des services publics. Je pense que peut-être ta carte était encore liée d'une manière ou d'une autre. On peut arranger ça. Confusion. J'ai presque admiré l'audace. Le jeudi, le ton des messages a changé. Mon oncle a envoyé un message vocal décousu, bafouillant moins que d'habitude, ce qui signifiait qu'il avait vraiment peur.
Il a dit qu'il n'avait rien pensé de méchant à la fête, et que je savais comment il était quand il buvait. Et pourrais-je s'il vous plaît juste aider avec le paiement du fourgon parce que si l'entreprise perdait l'installation de l'habillage prévu pour vendredi, tout le monde en souffrirait. Tout le monde. Ce mot que les systèmes familiaux aiment le plus après avoir isolé une cible. Soudain, c'est tout le monde. Je n'ai toujours pas répondu. Le vendredi, c'est là que l'histoire a éclaté. Kelsey a appelé en pleurant, ce qui m'a instantanément dit que le problème était passé de l'inconvénient professionnel à l'inconfort personnel. Elle ne pleurait jamais par principe. Elle pleurait à cause de la perturbation. Elle a dit que papa était d'une de ses humeurs. Oncle Dean accusait tout le monde. Et grand-mère disait que Dieu punissait la maison pour son orgueil. Elle a dit qu'elle avait besoin que je lui envoie $600 par Venmo parce que le spa médical avait réduit ses heures et qu'elle était à court pour le loyer et que papa avait promis de l'aider. Mais apparemment, il y avait un problème avec la paie et elle était si stressée et pourrais-je s'il vous plaît ne pas en faire toute une histoire. Cette phrase, ne pas en faire toute une histoire. Elle m'avait suivi pendant des années comme une malédiction. Ne pas en faire une histoire quand Dean faisait des blagues sur mon corps. Ne pas en faire une histoire quand papa utilisait ma chambre comme débarras parce que je devrais être reconnaissante d'en avoir une. Ne pas en faire une histoire quand Kelsey empruntait de l'argent et oubliait. Ne pas en faire une histoire quand grand-mère me comparait défavorablement à des femmes de 20 ans plus jeunes avec des maris, des bébés et des robes d'église. Ma douleur était toujours l'histoire. Leur comportement n'était que la météo. Alors, j'ai posé une question à Kelsey. Sais-tu pourquoi papa ne peut pas t'aider? Elle est devenue silencieuse de cette manière agacée de petite sœur. Cela signifiait qu'elle voulait la réponse sans la honte qui l'accompagnait. Non, a-t-elle dit. Il n'arrête pas de dire que la trésorerie est bizarre. La trésorerie est bizarre, ai-je répété. Puis j'ai ri. Ce soir-là, elle m'a de nouveau envoyé un texto, cette fois en colère. Elle m'a accusé de punir la famille parce que j'avais été blessé. Elle a dit, papa avait tout à fait le droit de me mettre à la porte si je ne contribuais pas. Elle a dit, les adultes normaux paient un loyer. Je lui ai envoyé une seule capture d'écran, pas le dossier complet, juste une feuille de calcul recadrée montrant 3 mois de ligne de dépenses avec son nom, le nom de l'entreprise de mon père et le compte de service public de l'atelier. En dessous, j'ai écrit, puisque tu t'intéresses à la contribution, elle n'a pas répondu pendant 2 heures. Puis elle a envoyé, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, un échantillon. Samedi matin, mon père a appelé 6 fois avant midi. Au 3e message vocal, l'arrogance avait disparu. Au 5e, la colère aussi. Au 6e, il ne restait plus que la panique portant une cravate. Ava, s'il te plaît, rappelle-moi. Je te le demande en tant que ton père. Nous devons clarifier ce que tu as payé exactement et ce que tu as désactivé. Dean dit que le compte du fournisseur est bloqué. L'électricité de l'atelier est en attente de coupure et l'un des camions pourrait être saisi parce que le paiement automatique de l'assurance a été rejeté. Si c'est une sorte de leçon, d'accord, leçon retenue. Appelle-moi. Leçon retenue. Intéressant. Pas d'excuses. Pas de « je suis désolé ». Pas de « nous avions tort ». Juste le langage managérial d'un homme qui découvre que son infrastructure cachée a des sentiments. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que j'avais imaginé de 100 manières différentes au fil des ans. J'ai assemblé un dossier. Pas dramatique. Pas vindicatif. Propre. Professionnel. 31 pages. Page de garde. Chronologie. Montant. Capture d'écran. Référence de paiement. Notes sur les interventions d'urgence. Des sections distinctes pour les dépenses de l'entreprise, le soutien aux ménages, les transferts directs aux membres de la famille et le travail administratif non rémunéré. À la fin, j'ai inclus une photo. La bannière de la fête suspendue au-dessus du garage pendant que ma famille riait en dessous. J'ai imprimé 2 copies, une pour moi, une pour quiconque avait besoin de la voir. Je ne prévoyais pas de l'envoyer tout de suite, mais la vie a le sens du timing quand les gens creusent leur propre tombe. Ce dimanche après l'église, ma grand-mère m'a laissé un message vocal si moralisateur qu'il aurait pu être accompagné de musique d'orgue. Elle a dit que l'amertume empoisonnerait mon âme. Elle a dit que mon père avait peut-être parlé durement, mais qu'il était sous pression et que je devrais avoir de la compassion.
Elle a dit qu'humilier ma famille pour de l'argent était laid et peu féminin. Elle a dit que si j'avais été vraiment généreuse, je ne tiendrais pas les comptes. Je l'ai rappelé, non pas parce que je voulais me disputer avec une vieille femme, mais parce que je voulais un témoin. Tu as raison, lui ai-je dit. La générosité ne tient pas les comptes. La comptabilité, si. Elle a eu un hoquet. Puis j'ai dit, grand-mère, si je t'envoie la preuve que papa et Dean m'ont utilisé pour maintenir cette entreprise à flot tout en me traitant de profiteuse, diras-tu la vérité pour une fois ou appelleras-tu aussi cela déshonorant? Elle n'a pas répondu à la question, ce qui était une réponse. 1 heure plus tard, mon père a envoyé un texto de 3 mots, parle maintenant, s'il te plaît. J'ai répondu par une seule ligne, demain, midi, lieu public. Il a répondu instantanément, à la maison. J'ai fixé le message et j'ai senti quelque chose se calmer en moi. Non, ai-je tapé en retour. Tu voulais un public quand je suis parti. Tu peux en avoir un quand tu demanderas pourquoi. Nous nous sommes rencontrés lundi dans un restaurant près de l'autoroute où les camionneurs prenaient leur petit déjeuner et où personne ne se souciait qu'un homme adulte ait l'air de ne pas avoir dormi. Il est arrivé 10 minutes en avance. Je pouvais le dire car quand je suis arrivé, son camion était déjà là, garé de travers, comme s'il était arrivé trop vite. Dean était avec lui. Bien sûr qu'il l'était. Les hommes comme mon oncle ne croient que les femmes sont sérieuses que lorsqu'un autre homme est présent pour absorber le choc. Aucun d'eux n'a commandé de nourriture. J'ai posé le dossier sur la table. Mon père l'a regardé comme si le papier pouvait l'insulter. Qu'est-ce que c'est, a-t-il dit. Je l'ai fait glisser vers lui. La différence entre ton histoire et la mienne. Il a ouvert le dossier comme un homme s'attendant à des bêtises. Cette confiance a duré peut-être 10 secondes. Ses yeux sont tombés sur le total, puis sont revenus vers moi comme si le chiffre lui-même l'avait insulté. Dean s'est penché, a lu la première page et a marmonné Jésus-Christ entre ses dents. J'avais tout organisé pour qu'il n'y ait pas de place pour le théâtre. D'abord venait le total du soutien direct sur 30 mois. Puis les catégories, puis les dépenses de l'entreprise que j'avais couvertes ou évitées, les transferts personnels à la famille, les captures d'écran de textos et de messages vocaux, les déclarations manquées et les pénalités que j'avais corrigées. Et enfin une estimation prudente de mon travail non rémunéré. À la fin se trouvait la photo de la bannière. Pas de discours, pas de mélodrame, juste des faits. Mon père a tourné une page trop brutalement. C'est ridicule. Tu gonfles tout. Vraiment? Il a pointé une ligne. Ce logiciel n'était pas pour moi. C'était pour le bureau. Oui, ai-je dit. Ton bureau, ton entreprise. Une autre page. Ces paiements de carburant étaient temporaires. 3 mois, ai-je dit. Et tous les 3 après que tu m'aies dit que la paix allait bien. Dean était déjà devenu pâle. Puis mon père s'est emparé de l'argument le plus sûr. Les familles s'entraident. Cela ne veut pas dire que tu peux agir comme un collecteur de dettes. Intéressant, ai-je dit. Quand je vivais dans ta maison, tu appelais ça du profit. Mais quand tu vivais de mon argent, c'est devenu la famille. Il a baissé la voix. Ne fais pas ça ici. Tu veux dire, avec des témoins, ai-je demandé. C'est toi qui me l'as appris. Dean a tenté sa chance. Ava, ma chérie, j'étais ivre à la fête. Je ne pensais rien de tout ça. Je l'ai regardé. Tu ne t'es pas excusé quand tu as dégrisé. Tu t'es excusé quand le logiciel a été coupé. Il n'avait pas de réponse. Mon père a changé de tactique. Très bien. Disons que tu as aidé plus que nous ne le pensions. Tu vivais toujours dans ma maison à 30 ans. Le voilà. Toute sa religion. L'abri effaçait toutes les dettes qu'on me devait. Alors j'ai dit, si j'avais payé un loyer au prix du marché à un étranger et que j'avais gardé mon argent loin de ton entreprise, tu aurais perdu cet atelier il y a 1 an et demi. Si je t'avais facturé comme un client pour tout ce que j'ai réparé, tu serais en faillite. La seule raison pour laquelle tu as pu me traiter de profiteuse, c'est parce que je t'aimais en silence. Cela a frappé plus fort que le chiffre. Il a de nouveau tourné les pages jusqu'à ce qu'il trouve la photo de la bannière. Sa posture a changé. Pas de remords. Une évaluation des risques. Tu as pris ça comme moyen de pression, a-t-il dit. Non, je l'ai prise parce que je savais que tu prétendrais que ce n'était pas si grave.
Dean s'est frotté le visage. Alors, et maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Rien, ai-je dit. C'est la partie que tu ne comprends toujours pas. J'ai déjà payé. J'en ai juste fini. La mâchoire de mon père s'est crispée. Tu ne peux pas partir et laisser tout s'effondrer pour une rancune. J'ai répondu calmement. Je ne suis pas parti à cause d'une rancune. Je suis parti parce que ton manque de respect a finalement coûté plus cher que ma loyauté. Cela l'a fait taire pendant quelques secondes. Puis il a posé la vraie question. Combien de tout ça peux-tu réactiver? Pas est-ce que ça va? Pas nous avions tort. Juste les opérations. J'ai répondu honnêtement. Certaines choses peuvent être réparées. D'autres non. Quelques comptes fournisseurs pourraient rouvrir avec des acomptes. L'électricité de l'atelier peut probablement rester si tu paies. L'assurance du camion coûtera plus cher maintenant. Et au moins 2 clients sont déjà mécontents parce que personne n'était là pour réécrire tes courriels en anglais professionnel. Cela l'a piqué plus que l'argent. Tu aimes ça, a-t-il dit. Non, ai-je dit. J'aurais aimé que tu le remarques avant qu'on en arrive là. Puis il a essayé la voix du veuf. Il a dit que la vie avait été dure depuis la mort de ma mère. Il a dit qu'il avait fait des erreurs. Il a dit que nous ne devrions pas être assis ici comme des ennemis. J'ai presque cru à la forme, pas au fond. La douleur l'expliquait, mais ne l'excusait jamais. Nous faisons cela comme des ennemis, ai-je dit. Parce que tu as organisé une fête quand tu pensais ne plus avoir besoin de moi. La douceur a disparu. Alors, qu'est-ce que tu veux? Des excuses? Cela l'a énervé plus que tout. Puis il a joué sa dernière carte. Il a énuméré tout le monde. Grand-mère, Kelsey, Dean. Leurs besoins étaient censés redevenir mon devoir. J'ai sorti une deuxième enveloppe et je l'ai posée à côté du dossier. À l'intérieur se trouvait une liste de comptables, un service de résolution fiscale, un programme d'aide aux services publics et un avocat spécialisé dans les petites entreprises. Qu'est-ce que c'est? Des ressources, ai-je dit. C'est tout ce que j'offre. Je me suis levé. Il m'a arrêté avec une dernière menace. Si tu sors maintenant, ne t'attends pas à revenir quand les choses s'amélioreront. J'ai pris mes clés. Papa, la seule raison pour laquelle les choses se sont jamais améliorées dans cette famille, c'est parce que j'étais derrière toi, à pousser. Puis je suis parti. Je pensais que cette rencontre était la fin. Ce n'était pas le cas. Quand vous cessez d'être la poutre de soutien cachée dans une famille toxique, l'effondrement se produit par étapes. Quelques jours plus tard, ma grand-mère a appelé non pas pour s'excuser, mais pour négocier. Elle a dit que tout le monde s'était mal comporté, ce qui, en langage familial, signifie que la personne ayant des preuves est priée de partager le blâme avec ceux qui ont causé les dégâts. Elle voulait que je revienne pour une discussion calme, comme des chrétiens. J'ai demandé si la bannière avait été chrétienne. Elle a ignoré cela et est passée au problème de l'entreprise. Un camion avait été immobilisé parce que l'assurance avait expiré. Un client retenait un paiement. Si l'entreprise faisait faillite, a-t-elle dit, cela nuirait à toute la famille. Ça l'a déjà fait. Puis elle a utilisé ma mère. Elle a dit que maman détesterait cette division. Cette phrase avait l'habitude de me briser. Cette fois, non. Non, ai-je dit. Maman détesterait que sa fille soit humiliée en public par des gens qui vivent à ses dépens. Pour une fois, ma grand-mère n'avait rien à répondre. Puis Kelsey s'est présentée à mon appartement au Colorado. Elle avait l'air épuisée, dépouillée de tout le vernis qu'elle portait habituellement comme une armure. Au début, elle a fait la conversation, mais finalement, elle a admis la vérité. L'entreprise de papa s'effondrait. Dean avait manqué d'écart de travail. Une imprimante avait été vendue. Grand-mère était furieuse à propos de l'argent. Et papa n'arrêtait pas de dire que tout pourrait être arrangé si j'arrêtais d'être têtu. Puis elle a dit quelque chose qui comptait. J'ai été horrible avec toi. Pas d'excuses, pas de performance, juste la phrase. Elle a admis que le coup du hot dog était dégoûtant. Elle a dit qu'elle avait participé parce que papa était content et qu'elle voulait être du bon côté de lui pour une fois. Puis elle a dit la partie qui a changé ma façon de voir les choses. Quand tu étais là, il dirigeait la plupart de ses attaques contre toi, a-t-elle dit. Maintenant que tu es parti, il se retourne contre tout le monde.
C'était le système en une phrase. Les familles comme la nôtre restent stables en sacrifiant une personne à l'attention. Retirer cette personne et le poison se propage. Je lui ai demandé si elle avait jamais vraiment cru que j'étais une profiteuse. Elle a baissé les yeux. Non, je savais que tu aidais. Je ne savais juste pas à quel point. Et si j'admettais que papa mentait, tout dans cette maison devenait effrayant. Lâche, honnête, humain. Pas assez pour défaire le mal, mais toujours plus de vérité que ce que j'avais entendu de quiconque. Je l'ai laissé rester une nuit. Mon père, pendant ce temps, est allé dans la direction opposée. Il m'a envoyé par courriel quelque chose appelé proposition de résolution familiale, m'offrant un rôle de contractuel de 90 jours pour stabiliser les opérations. La rémunération pourrait être discutée plus tard, une fois que la trésorerie se serait améliorée. En bas, il a écrit que cela me donnerait aussi une chance de réparer la confiance. Réparer la confiance. J'ai ri aux éclats. J'ai répondu par 4 phrases. Je ne reviendrai pas. Je ne fournirai pas de travail non rémunéré ou différé. Ne me contactez plus pour un soutien commercial. Les communications futures devront être respectueuses et personnelles uniquement. Il a répondu presque instantanément. Alors c'est tout. Tu regardes ton père tout perdre. J'ai fixé le message pendant un long moment, car c'était l'hameçon le plus profondément enfoui en moi. Les enfants comme moi sont formés pour croire que si un parent coule, nous devenons une bouée de sauvetage. Finalement, j'ai répondu, tu ne perds pas tout parce que je suis parti. Tu perds tout parce que tu as construit une vie qui ne fonctionnait que tant que quelqu'un que tu méprisais continuait de la porter. Il n'a jamais répondu. Un mois plus tard, ma grand-mère m'a renvoyé par la poste un plat à gratin que j'avais laissé à la maison des années auparavant. Pas de mots, juste le plat. Comme si rendre de la verrerie restaurait l'équilibre moral. J'ai tellement ri que j'ai dû m'asseoir. Puis Kelsey a envoyé un texto disant que la maison était mise en vente, non pas parce que mon père voulait déménager dans plus petit, mais parce qu'il le devait. Elle a envoyé un autre message après ça. Il n'arrête pas de dire que tu l'as ruiné. J'ai répondu aussitôt. Non, j'ai arrêté de le protéger de ce qu'il a construit. Elle a répondu par 3 mots. Je sais maintenant. La maison s'est vendue en dessous du prix demandé à la fin de l'été. Je le sais parce que les registres publics sont brutalement nets et parce que la clôture d'un chapitre ressemble parfois moins à un discours qu'à un site web du comté confirmant que la maison où vous avez appris le silence appartient maintenant à des étrangers. Kelsey m'a envoyé une photo floue du camion de déménagement. Grand-mère a emménagé avec un cousin. Dean dormait sur le canapé d'un ami. Mon père a loué un logement plus petit près de la zone industrielle et a essayé de maintenir l'entreprise en vie. Mes 2 grands comptes étaient partis et un fournisseur exigeait désormais des paiements comptants. Je ne suis pas retourné. Cela comptait plus que tout. La vraie vengeance n'était pas de se tenir au-dessus des décombres. C'était de construire une vie qui n'avait plus besoin de leur reconnaissance. Le Colorado me convenait. Un contrat en a entraîné d'autres. Puis des recommandations. Puis une société à responsabilité limitée avec des acomptes et de vraies limites. J'ai loué un logement plus grand, acheté une Subaru d'occasion comptant, appris ce que c'était qu'un dîner sans que personne ne fabrique une crise dans la pièce d'à côté. La paix semblait étrange au début. Les familles toxiques vous apprennent à vous méfier du calme. Environ 5 mois après la vente, mon père a appelé d'un numéro inconnu. Il a dit immédiatement qu'il n'appelait pas pour de l'argent, ce qui m'a dit qu'il savait exactement ce que je penserais. Puis il a dit qu'il avait trouvé une des fiches de recettes de ma mère en faisant les cartons et qu'il pensait que je la voudrais peut-être. C'était la première chose qu'il m'offrait depuis des années qui n'était pas enveloppée dans une exigence. Tu peux l'envoyer par la poste, ai-je dit. Il y a eu une pause. Puis il a demandé doucement, pensais-tu vraiment que j'étais si cruel? J'aurais pu répondre de 100 manières. Au lieu de cela, j'ai dit, tu l'as accroché au-dessus du garage, papa. Il a expiré. C'était tout. La fiche de recette est arrivée 4 jours plus tard. Tourte au poulet, de l'écriture de ma mère, avec une petite note en bas. Ajoutez plus de temps si Richard se plaint. J'ai ri si soudainement que j'en ai pleuré. Je l'ai encadré. Les gens me demandent encore si je regrette de ne pas avoir aidé une dernière fois. La question semble gentille, mais elle cache le même vieux piège. Elle suppose que la personne la plus morale de l'histoire est celle qui se sacrifie à nouveau.
Je ne crois plus à cela. Si quelqu'un vous appelle famille uniquement lorsqu'il a besoin de votre travail, de votre argent ou de votre silence, il ne protège pas une relation. Il protège un système. Si un parent a besoin que vous soyez petit pour pouvoir se sentir grand, ce n'est pas de l'amour inconditionnel. Et si toute une maisonnée peut rire pendant que vous êtes humilié, puis paniquer lorsque votre soutien disparaît, la panique est votre réponse. Je n'ai jamais été la profiteuse. J'étais la masse salariale cachée, la solution de minuit, le tampon entre le chaos et les conséquences. La plus grande erreur de mon père n'a pas été d'organiser la fête. C'était de croire que la personne qui l'humiliait continuerait de payer les factures après. Le dernier message que j'ai reçu de Dean est arrivé le soir du Nouvel An. Tu avais raison. Pas de ponctuation, pas d'excuses, juste ça. Je n'ai pas répondu. Kelsey et moi nous parlons maintenant, avec précaution, pas comme des sœurs de cinéma. Plutôt comme deux femmes qui testent si l'honnêteté peut pousser là où la compétition vivait autrefois. Elle a quitté l'Arizona, elle aussi. Elle a trouvé un travail plus stable. Parfois, elle appelle avec des questions pratiques d'adultes, et je réponds quand je le choisis. Cette distinction est importante. J'ai toujours la photo. La bannière au-dessus du garage. La fumée du grill. Mon père dans son tablier ridicule. Dean à moitié ivre sur la terrasse. Kelsey en plein rire. Tous certains de documenter mon humiliation. Ce qu'ils ont réellement capturé, c'est la dernière seconde avant que leur filet de sécurité ne monte dans sa voiture et ne parte. Alors non, je ne regrette pas d'être parti. Je regrette d'être resté assez longtemps pour confondre le fait d'être utilisé avec le fait d'être aimé. Mais je ne regretterai jamais la photo, le silence, le dossier, la distance ou le jour où j'ai enfin compris la différence. Mon père a supplié 2 semaines plus tard. Mais il était déjà trop tard.